Hello à toutes et tous, bienvenue dans l'épisode numéro 27 de W. Et cette semaine, on va parler de quelque chose de spécifique. Et de spécifique et de général en même temps. On va pas tout à fait parler de l'actualité de la WNBA et de ce qui s'est passé sur les 5-6 matchs du début de saison. D'abord, 1, l'échantillon est trop faible. Et 2, ce sera plutôt pour l'épisode 28. On l'espère avoir 7-8 matchs, ce qui représentera un tout petit peu moins d'un quart de la saison en WNBA. Et là, on aura de quoi discuter sur un panel d'équipes relativement fiable, relativement grand. Donc ce sera cool à ce moment-là. Mais là, on va faire une sorte de frise chronologique de ce qui s'est passé en WNBA dans un temps beaucoup plus long, depuis la naissance de la WNBA. Parce que ça fait un moment que je voulais parler de l'évolution du jeu. La WNBA a un jeu tactique évolué, aujourd'hui très moderne. Notamment depuis 2 ou 3 saisons particulièrement, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est exactement comme pour la MNBA chez les mecs. Eh bien, le jeu a évolué, les tactiques ont évolué, les ajustements ont évolué et surtout la manière d'appréhender le jeu et de le préparer a évolué. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec mon invité Ghislain de Swish Swish. Petite pause pour le générique et on se retrouve juste après. Ghislain, comment vas-tu? Bah, écoute, nickel, en pleine saison, WNBA, dans les playoffs NBA aussi un petit peu donc j'avoue que je fais pas grand-chose à part regarder des matchs en ce moment, mais bon, c'est un peu le but tout le temps et puis bon la NBA va pas tarder non plus à se terminer, ça va Ouais, on va ça arriver va sur la réouvrir draft. un peu de voilà, ça va réouvrir un peu de temps libre, même si, je regarde, plus la W en priorité, mais c'est vrai que les 2 ensemble, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, Heureusement, il y a moins de matchs, dans les playoffs NBA en ce moment, quoi. les 3 premières semaines de la saison WNBA sur la fin des playoffs NBA. Ouais, Heureusement que ça j'ai pique un lâché la peu. NBA parce que ça pique quand tu dois tout faire, ça pique. Heureusement, on n'a plus de la NCAA, ni féminine ni masculine. Mais je sais que c'est aussi quelque chose que tu apprécies donc et que tu suis parce que tu fais du scouting des 2 côtés d'ailleurs, hein, chez les mecs et surtout chez les filles. Donc voilà, mais on n'est pas là pour discuter de tout ça aujourd'hui. On est là parce que ça fait un moment que je voulais discuter d'un sujet qui est l'évolution du jeu et notamment, l'évolution de disons de la technicité dans l'approche du jeu par les staffs, les coaching staff et les franchises de manière générale et la façon dont le basket, en Amérique du Nord a été révolutionné par de nouvelles idéologies, de nouvelles idées qui sont basées sur grosso modo, de l'analyse de données et de l'analyse de vidéos. Et donc on va revenir avec toi pardon, aujourd'hui sur ça, sur ces sujets-là. On va faire un peu le clair en rappelant un peu de contexte, sur la situation, mais grosso modo, depuis vous l'avez peut-être remarqué, hein, si vous suivez la NBA en plus de la WNBA, la NBA s'est particulièrement, dotée d'un pouvoir de changement tactique depuis à peu près 20 ans. Il y a eu une accélération des changements d'air dans la NBA. On le voit, je trouve, particulièrement depuis 2 ou 3 saisons où on a vraiment des paradigmes presque qui s'entrechoquent et qui se chevauchent les uns avec les autres. En ce moment, on a encore le paradigme du 3 points qui se chevauche avec celui de la guerre des possessions et de la bataille des possessions. Donc ce sont des choses qui sont observables. Aujourd'hui, on a cette chance-là, mais il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, quand la ligue est née et qu'elle a commencé à évoluer avec les différentes stars qui ont animé le cœur du jeu et les différents coachs qui se sont succédés sur les bancs, eh bien, ces révolutions étaient plus calmes, plus douces et plus lentes. Et si on a quelques époques, et je pense notamment aux années 2000, où on a des chocs culturels qui arrivent, avec notamment le 7 seconds or less et le jeu extrêmement rapide des Suns au milieu d'une NBA extrêmement lente, eh bien, aujourd'hui, on est dans un basket qui bouillonne de nouvelles idées et presque chaque nouveau coach amène de nouvelles choses dans le basket moderne. Et la WNBA, qui est la petite sœur de la NBA en âge, eh bien, elle subit aussi ces changements profonds, structurels et structurants de l'analyse et de la création de jeux et de tactiques sur les parquets de basket. Gis, toi, comment tu as suivi? Parce que toi, tu es coach, on doit le rappeler quand même, assez souvent. Tu as été coach pendant longtemps, je crois que tu es toujours coach. Hem, Comment tu as suivi cette évolution? Ça fait 35 ans que tu es dans le basket, désolé de te mettre un petit coup, derrière la nuque, mais tu le rappelais, très récemment dans un brunch, je crois, ou dans un live Twitch avec, Swish Swish. Ça fait 35 ans que tu es dans le basket, donc tu as vécu ces évolutions et tu as vécu peut-être l'accélération de ces évolutions. Est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti personnel avant qu'on passe sur vraiment la science du basket?
Ouais, alors, faudrait presque 2 heures pour, parler de ce sujet, mais, oui, bah, on le ressent, mais on le ressent, en fait, chaque période, d'évolution en connaît une, si tu veux. C'est-à-dire que, le basket des années, 70, c'est pas celui des années 90, c'est pas celui des années 2000. Et effectivement, ce qu'on voit plutôt maintenant, c'est que c'est une accélération, en fait. C'est-à-dire que, bah, il y a de plus en plus d'outils qui permet de quantifier, en fait, ce qui fonctionne pas. Il y a, tout l'apport, évidemment même des notions, tu vois, d'IA, des choses comme ça. On le voit beaucoup maintenant, hein, dans la NBA, on sait que c'est de plus en plus même, ajouté, tu vois? Il y a l'aspect technologique comme ça qui amène des choses. Mais après, c'est je veux dire, il y a aussi le niveau, global, des joueurs et des joueuses. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus incroyable, en fait. Au-delà de la tactique et cetera, parce que encore une fois, si on parle tactique, tu sais, de système de jeu, de stagger, de zoom action, en fait, ça existait il y a 20 ans tout ça. On le voyait déjà. Le pick and roll, c'est pas apparu, il y a 4 ans, tu vois? Par contre, ce qui a tout changé, c'est aussi la qualité des joueurs et des joueuses, le développement des skills individuels qui fait que du coup, bah, une simple action qui peut paraître très simple, bah, en fait, offre énormément d'opportunités, que ça soit en défense ou en attaque. Et je pense il y a tout ça qui amène aussi du contenu et forcément après, bah, il y a l'aspect, heu, mathématique, statistique, le basket est un sport aussi qui se prête énormément aux stats, tu vois? Contrairement à d'autres sports qui sont où c'est plus obscur et cetera, le basket, il y a tellement de métriques différents que tu peux, tout combiner. D'ailleurs, à tel point que des fois, il y a des gens qui combinent un peu tout et n'importe quoi et au final, Tu ça veux veut plus parler de trop James rien dire, Harden tu sur vois? les playoffs, c'est ça? Tu veux parler Non, de non, mais au-delà de tout ça, tu vois, c'est que des fois, il y a des chiffres qui sont des fois mis en avant et sans forcément connaître aussi les biais qu'il peut y avoir, tu vois, sur l'aspect statistique. Donc globalement, moi, j'ai tendance à dire que l'évolution, elle a toujours existé. Après, ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est le rythme à laquelle ouais, maintenant ça évolue. oui, C'est-à-dire c'est qu'avant, il fallait exponentiel, ouais. peut-être 20 ans et là, on le voit et notamment, encore plus en NBA, mais je pense il y a des choses qu'on commence à voir en WNBA, mais des fois, en 2 ans, en fait, tu peux avoir des styles de jeu qui changent complètement, où tu vas passer, d'une époque où on était passé avec beaucoup de 3 points, avec des fois des jeux très héliocentriques autour d'un joueur et là, on se rend compte que maintenant, bah, c'est bien d'avoir plusieurs porteurs de balles, c'est bien d'avoir, du beaucoup plus de rythme, de jeu de relance. Ça me choque ça aussi de plus en plus, c'est le nombre de jeux de contre-attaque qu'on voit, Ouais, et de la transition, transition, ouais. d'early offense qu'on voit de plus en plus dans le basket Avec le moderne. Heat le Heat sur le début de la Voilà. saison là, qui effectivement proposait un style de jeu très radical quoi, extrêmement Et radical. tu as plein d'équipes qui, en fait, des fois, bah, se sont rendues compte que, alors c'est paradoxal parce que ça, tu vois, dans les années 90, moi, c'est quand j'ai commencé un peu, à vraiment le basket et puis aussi à passer certains, diplômes coach et cetera. En fait, c'était très mis en avant. On te disait tout le temps: «Mais faut jouer la contre-attaque, en fait, c'est le plus rentable, c'est là que tu vas marquer» et c'est vrai que ça avait un petit peu été, partiellement, on va dire, coupé au profit des fois du jeu demi-terrain, tu sais, des années 2000, très posé, Au très dans poste. l'analyse, de dire: «Voilà, je vais faire des systèmes longs» et cetera et là, on revient, en fait, à quelque chose et c'est pour ça que je pense pour terminer là-dessus, c'est que je pense qu'aussi on est un peu dans un éternel recommencement. C'est-à-dire que les, les phases, on évolue dans l'âge, mais on retrouve toujours. Tu sais, c'est un peu comme la mode, quoi, ça fait un peu éternel recommencement, quoi. Ouais, On dit: «Bah, tiens, ça, c'est parti, ça revient, ça revient, ça, c'est reparti». Le rebond, par exemple, enfin, tu vas en parler, je pense, mais le rebond offensif, c'est vrai que là, c'est en train d'exploser, notamment en NBA, mais c'est quelque chose qui, il y a 20 ans, en fait, les équipes le jouaient beaucoup, bien tu sûr, ouais, vois? mais même Et ça avait un il y a peu plus que ça, disparu, hein. quoi, en fait. Tu le Ouais. vois beaucoup jouer Mmh. aussi sur les finales qui ont opposé, les Suns à Boston dans les années 60. Ouais, Hem, voilà, évidemment. tu vois beaucoup ça parce que comme il y a pas la ligne à 3 points, tu as évidemment une bataille au rebond qui est monstrueuse des 2 côtés du terrain pour ton équipe. Et oui, clairement, mais on va séparer les sujets, mais c'est très bien que tu aies fait cette intro en donnant, quasiment toutes les clés qu'on va aborder finalement dans ce podcast. Mais on va commencer par ce au enfin, la chose à laquelle moi je pense directement quand je pense révolution basket, c'est l'arrivée des analytics. Tu l'as dit, souvent la technologie est un vecteur d'évolution
Et en fait, effectivement, dans la reproduction des grandes phases de jeu et des grandes accélérations du jeu ou des grands changements, où on retrouve finalement à peu près les mêmes principes d'une époque à l'autre après un cycle, la technologie vient souvent ajouter une couche de complexité dans la mise en place de ces systèmes. Et les analytics sont apparus, je crois, il y a 15 ou 20 ans, il me semble, corrige-moi si j'ai tort, mais il me semble Ouais, que c'est ça. environ le début en tout Ouais, cas, oui. exactement. Et en Mmh. fait, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la base, le basket, hem et Richard Drake, que je salue au passage, qui est un grand historien de ce sport, je pense ne me contredira pas, mais c'est un sport qui est extrêmement limité en termes de staff autour des équipes. C'est-à-dire que vous avez 15 joueurs dans votre équipe et ensuite vous avez 4 personnes qui composent l'entièreté du front office et l'entièreté du coaching staff. Et donc là, par exemple, on parle de Boston dans les années 60 ou 70. Et ensuite, avec les époques, l'argent dans la ligue, et cetera, on a un enrichissement du nombre de personnes dans le staff et dans les bureaux. Et donc forcément, ça augmente la compétitivité parce que tu as parlé de matériel sur le terrain, mais il y a le matériel aussi à l'extérieur des terrains. Et le Évidemment. matériel humain tu vois, de coachs qui vont venir garnir, les bancs à côté du head coach et puis qui vont se spécialiser. Eric Spoelstra qui était analyste vidéo avant de devenir le grand coach qu'il est, et cetera, et cetera. On connaît cette évolution des postes de coach, des postes d'assistants et l'arrivée petit à petit des analystes vidéo et aujourd'hui des analystes data. Et en fait, on a au milieu de ça, ou en tout cas il y a 20 ans, on a l'arrivée des analytics, donc c'est-à-dire les stats qui sont au-delà des stats brutes. On récolte les rebonds, on récolte le nombre de possessions, les paniers qui sont tirés, enfin les shoots qui sont pris, les shoots qui sont rentrés, et cetera. Les contres, vous connaissez tout ça, et même les contres n'étaient pas comptés tout à fait au début. Et ensuite, on digère ça avec des formules mathématiques, et du coup, c'est un sociologue aujourd'hui, moi-même, qui parle à un mathématicien qui est GIS, donc c'est deux perspectives intéressantes qui vont se croiser. Mais on a cet apport nouveau de la digestion de la data brute en quelque chose de plus compliqué. Plus compliqué au sens plus raffiné. C'est-à-dire qu'on va prendre une data brute et avec des formules mathématiques, on va faire dire quelque chose de plus complexe que ce qu'elle ne dit à la base. Parce qu'on va recouper avec d'autres indices, on va multiplier et à la fin, vous aurez une formule, par exemple, quelque chose qui circule beaucoup chez les analystes et notamment les analystes francophones, c'est le true shooting, donc c'est-à-dire une des mesures de l'efficacité, une des deux mesures principales de l'efficacité. Et donc, on ajoute les lancers francs au panier pris, sur les paniers machin, etc., etc. Et ça nous donne grosso modo la valeur de l'efficacité d'un joueur ou d'une joueuse sur le terrain. Ces analytics, ils sont arrivés pour en fait changer et accélérer la manière dont on allait construire du jeu sur un terrain de basket. Et on peut parler notamment de ce que Daryl Morey a fait en instaurant, quand il a écrit son bouquin, le Morey Ball, c'est-à-dire un jeu extrêmement mathématisé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet-là? Bah, je pense que ce qui est important de rappeler aussi, c'est que le basket, ça reste un sport où, en fait, ce qui compte, c'est un sport de possession. Ouais, Il y a énormément de possession et donc le but, c'est toujours soit de marquer plus de points, soit d'en prendre moins que l'adversaire et donc forcément la rentabilité d'une possession, bah, c'est ça qu'on va viser, en fait. Au-delà de savoir que, tu vois, que telle joueuse ou tel joueur prend tel tir et cetera et c'est ça, surtout, je pense, qui est à la base du travail, on va dire, tu vois, analytics, et cetera. C'est de dire: «Bon, bah, comment je valorise mes possessions?» Et et c'est là qu'on arrive à effectivement, comme tu l'as dit, toutes les formules qui peuvent paraître un peu barbares, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est quand même assez, logique et assez simple. C'est vrai qu'on aurait pu y penser bien plus tôt que, bah, oui, on le dit souvent, mais tu vois, que 3 est supérieur à 2. Bah, oui, c'est clair que de prendre un tir à 3 points, oui, c'est mieux que de prendre un tir à 2 points. Donc, après, effectivement, faut aussi ça dépend de comment tu prends les tirs, comment ils sont et cetera. Mais d'un point de vue brut, bah, on est là-dedans, en fait et on le voit de plus en plus. Bon, on le voit totalement en NBA, je veux dire aujourd'hui, on voit que les équipes, c'est le cercle ou le 3 points. En gros, il y a plus il y a presque plus de zone intermédiaire, même si ça a tendance à revenir parce qu'on voit que des fois les équipes cherchent aussi à gagner de la valeur. Quand tout le monde se met à jouer un peu enfin à viser à peu près les mêmes choses, après il peut y avoir aussi des équipes qui vont essayer de chercher, d'autres choses, d'autres leviers pour justement, bah, augmenter ses points par possession et cetera
Bon, l'histoire de Daryl Morey là-dessus, c'était être très analytique en fait, c'est-à-dire dire en gros, c'est plus rentable de prendre, plus on est proche du panier, plus c'est rentable, et quand on s'éloigne du panier, ça devient moins rentable. Par contre, comme il y a la ligne à 3 points et que 3 est supérieur à 2, en fait, c'est plus rentable de prendre un tir 1 mètre derrière une ligne que 1 mètre devant, alors que pourtant la difficulté du tir, elle change peu, voire des fois même dans des zones, elle peut même être plus simple derrière parce que tu peux avoir plus d'espace, parce que la défense peut être plus loin du joueur. C'est forcément plus on écarte qu'on Oui, c'est s'écarte du la panier notion de aussi, plus spacing. la zone à Oui. défendre est grande. Donc le la mentalité, elle était très là-dedans, en fait. Elle était de dire: on est sur un sport, de valeur de possession, donc on va aller chercher ce qui est le plus rentable. Alors après, encore une fois, je préfère aussi des fois prendre un tir ouvert, complètement ouvert à 3 points, tu vois? Plutôt qu'un tir contesté au cercle, malgré que le cercle est plus rentable. Parce qu'il y a une question aussi après de qui est en face de toi, tu vois? Si je vais prendre un exemple, mais si Jonquel Jones est sous la est sous le panier, c'est peut-être plus difficile, si tu veux, d'aller lui marquer dessus que si tu as un shoot complètement ouvert dans le corner. Donc encore une fois, après, il y a des situations. Ça, c'est, on va dire que c'est la règle de base, mais après, il y a l'animation, la mise en place, et effectivement, ce que tu obtiens et ce que tu es pas capable d'obtenir aussi. Et puis on y reviendra peut-être sur des cas, spécifiques un peu de joueuses ou de joueurs même d'ailleurs, mais bon, on est plus côté Oui. W là, en l'occurrence. Voilà, pour dire, peut-être que pour cette joueuse-là, aller prendre ce type de tir, oui, c'est peut-être mieux que de prendre un autre, même s'il y a un peu moins de rentabilité, parce que ça peut lui ouvrir aussi des choses, tu vois? Plus d'espace sur le terrain, et cetera. Et donc du coup, il peut y avoir un intérêt des fois d'être moins rentable aussi, pour justement s'ouvrir autre chose, en fait. Oui, c'est la Donc question de la philosophie, c'était vraiment ça, c'était de dire: «Je vais chercher la rentabilité maximum». c'est ça. La philosophie de qui est disons, synthétisée dans le bouquin de Daryl Morey, parce que c'est un bouquin qui synthétise un travail qui est fait par, des data analysts et des scientifiques du jeu depuis des années, hein. Lui, il le synthétise, et il le philosophise. Et ça va infuser jusqu'à, pour moi, donc c'est grosso modo le fait que les points par possession sont plus importants que n'importe quoi d'autre au basket, ce qui expliquera notamment avec, Mike D'Antoni, enfin ce qui a expliqué aussi, Mike D'Antoni en étant coach, avec les Suns d'abord et surtout, je trouve, avec, le duo qu'il a formé avec James Harden. Là, on est vraiment sur le point par possession individuel supérieur à n'importe quelle tactique qui aurait pu être créée, par les Rockets, d'un point de vue collectif. On a vraiment un soliste, James Harden, qui est absolument all time et qui, à lui tout seul, va péter des défenses parce que Mike D'Antoni a dit que mathématiquement, c'était mieux à faire et en fait, finalement, il a eu raison, puisque les Rockets sont allés extrêmement loin et c'est clairement pas leur défaite face aux Warriors historiques qui va dire l'inverse. J'ai moins de billes sur la WNBA de ce point de vue-là, mais je te les laisserai tout à l'heure. Mais du coup, pour moi, ça va jusqu'à quasiment 2023-2024 sur le 3 points et donc l'équipe de Joe Mazzulla, à Boston et le titre des Celtics où on a le plus gros volume de la ligue. À l'époque, je crois que c'était 35 ou 37 et là, aujourd'hui, évidemment, on a largement dépassé ça. Toutes les équipes, en tout cas dans la moyenne, tournent autour des 30-35 paniers à 3 points pris, mais à l'époque, c'était vraiment le record et c'était quasiment, 10 de plus que les autres équipes, quoi. Là, maintenant, Charlotte est à 45 ou 47, je crois, donc voilà, c'est un autre style. Mais donc, on a cette révolution-là et on a, je trouve, une deuxième révolution qui arrive et qui est vachement intéressante, c'est la bataille des possessions. Et j'ai l'impression, en ayant vu notamment l'équipe d'Atlanta, j'avais fait un épisode sur Atlanta la saison dernière dans W, que j'avais intitulé L'équipe préférée des Analytics, simplement parce que, en fait, cette équipe faisait tout bien d'un point de vue justement de la modernité de ce que demande le basket et notamment le volume à 3 points et la bataille des possessions, puisque c'était une équipe, grâce à Breonna Jones, qui était extrêmement forte au rebond offensif. Et certes, il manquait une créatrice, mais c'était une équipe qui, sur le papier, c'était vraiment l'incarnation du basket moderne. À la fois la guerre des possessions et les 3 points.
Et il y a une équipe qu'on pourrait citer aussi sur cette adaptation très moderne au basket, c'est l'équipe de Dallas cette année, en tout cas sur la théorie, même si le début de saison est peut-être à discuter, mais peu importe, l'échantillon de toute manière est trop faible. Mais c'est une équipe qui, sur le papier, répond exactement à la fois la bataille des possessions avec Alan Smith et Jessica Shepard qui sont capables de prendre des rebonds offensifs à gros volume, et aussi parce qu'il y a un spacing et de la prise de 3 points avec Ariko Ogumbole, Paige Bakers, qui est capable de driver et de finir au cercle, quel que soit l'adversaire en face d'elle, et Adzi Fudd. Et du coup, j'en profite qu'on parle de Paige Bakers, mais Paige est typiquement l'exemple de ce que tu disais sur la notion de la rentabilité n'est pas la même en fonction du talent qu'on a quand on veut rentrer des shoots à mi-distance. C'est-à-dire que oui, dans la théorie, le mi-distance aujourd'hui, que ce soit en NBA ou en WNBA, il est estampillé moins rentable pour 99% des joueuses et des joueurs. Mais vous avez 5 joueuses ou 5 joueurs par ligue qui doivent les prendre parce que ça va libérer tout le reste du jeu. Et c'est le cas de Paige Bakers notamment. Je sais que c'est une joueuse que tu as particulièrement suivie, mais on est d'accord que c'est vraiment la joueuse qui incarne le fait que le mi-distance a encore de la valeur et peut encore avoir de la valeur sur le terrain de la même façon que Shai Gilgeous-Alexander peut le prouver du côté de la NBA. Ou Devin Booker pour remplacer une pour les Suns. Bah, tu sais, c'est la définition du scoring à 3 niveaux, quoi, en fait. C'est d'avoir, en fait, de tout avoir et c'est vrai qu'après, je parle surtout, moi, pour des gens qui ont beaucoup le ballon, en fait, c'est-à-dire qui sont beaucoup porteuses de balles ou porteurs de balles, d'ailleurs. C'est vrai que c'est intéressant de tout avoir. Après, les questions de volume, tu vois, on peut en discuter, de savoir est-ce que tu dois en prendre beaucoup, pas en beaucoup et cetera. Mais par contre, je pense que la menace de tout avoir, aujourd'hui, c'est une arme létale dans le basket. Parce que, en fait, je sais que tu avais fait un petit pod l'année dernière là-dessus. C'est que tu as des joueuses comme ça où, en fait, quand elles sont capables de scorer de partout, c'est-à-dire qu'en gros, la défense, elle va toujours lui donner un tir que tu veux pas lui donner. Et ça, je sais que tu en avais parlé, je sais plus exactement dans quel podcast, mais tu en avais discuté à un moment. Et c'est ça, en fait, le truc. Alors, après, bien sûr, si on est sur des joueuses, qui jouent plus off-ball et cetera, bah, oui, là, c'est plus intéressant d'être dans un corner, de prendre un 3 points dans le corner que de prendre, tu vois, un long 2, qui va être, pas forcément rentable et en plus par une joueuse qui, en fait, en termes d'efficacité, ne va pas être assez bonne, par rapport à la rentabilité, enfin, l'écart de rentabilité entre le 3 points et le 2 points pour pour être suffisamment, bah, acceptable. J'en ai parlé, récemment là sur un space qu'on a fait sur, Nothing But French, avec Panda et Emma où on a discuté des Françaises. Tu vois le match, Valkyries, Chicago, de début de saison où en fait Chicago fait du drop sur pick and roll et laisse que des pull-ups à 2 points à Gabby Williams. Et ça, typiquement, parce que Gabi, on connaît, voilà, très forte en drive, peut prendre aussi des 3 points, mais ils l'ont forcé en fait, à aller dans cette zone-là. Et du coup, bah, là, tu te rends compte que oui, la rentabilité, en fait, bah, elle est pas bonne sur le match, mais il y a aussi le choix défensif, tu vois? Et c'est là qu'aussi c'est intéressant et c'est pour ça que je parlais de dire que c'est bien aussi pour certaines joueuses qui portent la balle de l'avoir, parce que là, tu vois, typiquement, c'est un tir qui est pas très rentable pour Gabi, on lui laisse ça et au final, ça marche super bien. Par contre, si tu as la joueuse qui est capable de mettre les 2 premiers ou les 3 premiers que tu laisses, bah, je peux te jurer que la défense, ça fait plus ce choix-là, en fait, tu vois? Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, en fait, Ouais. tu vois? Et c'est toute La la guerre des bah, la ajustements. ouais, la puis la beauté du basket derrière parce qu'effectivement, il y a un côté stats, il y a toujours ça, mais il y a un côté aussi que tu peux pas, hem, rendre indépendant de ce qui se passe sur le terrain et notamment en WNBA où là, j'insiste sur quelque chose qui est très important, c'est que le volume de match est beaucoup plus petit que la Mmh. NBA. Tu vois, la NBA, elle est très analytique parce que c'est 82 matchs et qu'un champion NBA, c'est 100 matchs sur une année. Et sur 100 matchs, sur un échantillon comme ça, tu peux, en fait, te dire: «Bon, il y a pas de problème, de toute façon, oui, on laisse, oui, je sais pas, Alex Caruso, il va faire 8 sur 14 comme le match des Spurs contre les Spurs dans le corner, mais si on lui laisse 100 fois ces tirs-là, donc sur 100 matchs, Ouais. on sait que la rentabilité, ça va pas valoir Oui, le oui, coup», tu vois? on sait qu'il en Plutôt que rentre que de 32 et pas 60. voilà. Par contre, sur un match, bah oui, ça peut arriver et la W, le problème,
c'est que alors c'est mieux, hein, il y a plus de matchs, mais c'est 44 matchs et donc du coup, tu peux te poser quand même la question de l'étude statistique. Alors je vais pas faire d'études trop, tu vois, stats Oui, mathématiques, mais typiquement, moi, tu vois, enfin, j'ai un métier qui travaille dans le scientifique. On fait pas mal d'études statistiques. On est, tu vois, sur, de la qualité de soudage, en fait, hein, de pièces automobiles et souvent, en fait, quand on fait tu vois, des courbes gaussiennes, ouais, des analyses, on prend pas moins de 30 échantillons. En dessous de 30 échantillons, en fait, on n'est pas bon, on n'est pas à partir de 30, on c'est commence pas à avoir fiable. on commence à avoir un début de réponse Ouais. et le truc, c'est que là, tu vois, 44 matchs, bah, c'est pas si loin que des 30 en Ouais, fait ouais, c'est et juste. et L'échantillon donc est suffisamment faible pour être magique. voilà, voilà et je pense que c'est pour ça aussi qu'en W, on voit des choses, hein, on va en parler après, Ouais, hein, l'évolution du 3 points, depuis 10 ans, là, j'ai fait pas mal de threads là-dessus pour, montrer un peu l'évolution globale sur 10 années. On le voit, elle est en train de se faire la révolution pour moi, «analytics» entre guillemets en W, elle est au début, je pense, mais elle est en train de se faire et on le voit. Par contre, je pense que la question qui est important et c'est vrai que c'est là que tu peux te poser. Alors, il y aura plus d'équipes, il y aura plus de matchs, hein, dans le futur, hein, puisqu'il y a des expansions encore à venir. Mais c'est vrai que là, l'échantillon, il est peut-être, tu vois, un peu limite pour se dire: «Bon, est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de abandonner telle joueuse si je sais qu'elle est pas bonne à 3 points?» On le voit beaucoup plus en NBA, tu vois, tout ce qui est le roaming, et oui, bien sûr, cetera. ouais, ouais. Il y en a énormément à tel point que les équipes, des fois, bah, ils préfèrent laisser des tirs complètement Ouais, ouverts. Par contre, en Ludor, W si je le regarde. et je sais qu'on en parle beaucoup avec Matt dans Ouais, notre, conversation on privée salue évidemment. et c'est vrai que et on salue, oui, tout à fait et c'est vrai que ça, tu le vois de temps en temps sur des séquences, sur des adaptations de matchs, mais tu le vois pas aussi, fréquent que tu peux le voir en NBA et je pense qu'il y a non seulement que les analytiques ont un peu de retard, je pense, il y a pas tout à Mmh. fait les mêmes outils en NBA et en WNBA encore aujourd'hui, mais il y a aussi le fait que enfin, c'est mon avis en tout cas, que l'échantillon est plus faible et donc tu vois, je le dis souvent, parce que moi j'aime bien les 2 discours en fait. J'aime bien les gens qui disent: «Ouais, tu vois là, moi je vais pas taguer, le rôle parce que je vais me dire: "Ah bah ouais, là il y a telle joueuse ou tel joueur dans le corner, donc je vais pas prendre le risque de prendre un 3 points." En fait, les 2 sont intéressants d'un point de vue coaching, c'est-à-dire que si tu coaches une compétition FIBA de 7 matchs, bah, tu la coaches pas comme une saison NBA de Clairement, 82 et clairement. tu la coaches pas comme une saison WNBA de 44 matchs. Parce que sur un faible échantillon et notamment en playoff, d'ailleurs on le voit là, hein, sur les playoffs NBA en ce moment et on le verra dans les playoffs WNBA, bah, tu peux avoir une variance énorme en fait Absolument, et c'est ce que donc j'allais dire, c'est qu'en fait le shot tu es obligé de making, juger quoi, le tu ch vois? Et de ouais, jauger quoi, un petit peu exactement. tout ça quoi. En fait, le shot making reste toujours le décisionnaire de la fin d'un match, Bah ouais, de la bah décision d'un ouais. match et c'est d'ailleurs ce qu'on a vécu sur les précédentes finales WNBA qui ont opposé les Aces au Mercury. J'ai vraiment trouvé que le shot making des Aces avait fait la différence. Alors certes, Becky Elles Hammon ont les a joueuses pour, hein. oui, Elles ont les joueuses pour ouais, aussi, hein, clairement, tu mais vois? là, j'ai encore regardé les stats, elles sont quasiment premières res au pourcentage de scoring, su quelles que soient les zones de terrain ou presque. Peut-être un petit peu moins sur le 3 points, mais en tout cas, elles ont gagné pour moi la finale sur le shot making. Alors Becky Hammon a proposé des ajustements, Nate Tibbetts n'a pas tout à fait su suivre le rythme imposé par Becky Hammon en termes d'ajustement, certes, mais les shoots sont rentrés à un volume et un qui dépasse toute la variance qu'on aurait pu attendre d'une série en 4 matchs et 4 matchs, c'est un échantillon absolument ridicule. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est pour ça et je sais pas si on est nombreux, mais moi, je me considère pas vraiment comme un analyste, mais je sais que dans mes analyses, j'ai tendance à prendre sur, les quand je regarde un joueur ou une joueuse et que j'essaie de savoir un peu son niveau, je regarde avec un tout petit peu plus de distance ce qui se passe en play-off que ce qui se passe en saison régulière, simplement parce que l'échantillon est trop biaisé, trop peu de nombre de matchs et puis des adversaires trop réguliers pour que vraiment on ait de la variance, comme tu le dis. Mais pour revenir à la révolution analytics, c'est sûr que ce qui fait la décision à la fin, c'est le talent qui est sur le terrain, l'imprévu et le shot making. Ça va pas bouger. Mais par contre, ce qui va bouger, ce sont donc ça, c'est des intangibles qui sont pas tangibles. Ça structurera de toute façon la décision du match, mais le rôle d'un coach aujourd'hui est plus que jamais de limiter l'influence de ces facteurs avec, bah, justement de la structuration du jeu et de la tactique dans le jeu. Et du coup, on va sortir un peu de la théorie et surtout de la NBA et du panachage WNBA, NBA, mais
on va se pencher un peu sur l'histoire et je vais me reposer sur ta connaissance encyclopédique en la matière. Mais je voudrais qu'on discute, parce que certes, il y a des révolutions technologiques et notamment l'arrivée des analytics et je pense effectivement qu'avec l'intelligence artificielle, on est à l'aube d'accélération encore plus rapide et peut-être C'est même sûr, hein. de trimestre de saison en trimestre de saison. Mais il faut qu'on parle tout d'abord, de ce qui se passait au tout début de la WNBA. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai pas encore investigué ce champ-là. J'ai commencé à regarder des matchs un peu historiques autour notamment de Sue Bird, qui a un peu agité l'été parce qu'elle a eu une statue, à Seattle, en dehors du stade, des Storm, du Storm, pardon. Mais je voudrais que tu nous parles du tout début de la WNBA, à quoi ça ressemblait et ensuite on va remonter le fil jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est pareil, c'est un sujet vaste. Non, mais ce qui est intéressant de noter, en fait, et on l'a vu d'ailleurs dans le basket masculin aussi, c'est quand la ligue est créée, donc 97, hein, enfin fin 96, début 97. On est sur un sport, à l'époque, bon déjà, féminin, encore peu développé, tu vois? Hein, on va dire dans le sport professionnel, hein. Il y a des clubs professionnels même chez nous en France, mais c'est presque du semi-pro, hein, tellement on est encore en train de dépatouiller un petit peu tout ça. Et c'est un sport le basket, qui est quand même énormément dominé par les grands et par les grandes, en l'occurrence, c'est-à-dire par les postes intérieurs. Hem C'est-à-dire peu de volume à 3 points, bon, j'ai encore une fois, j'ai pas été pousser, l'analyse, statistique depuis le début de la ligue parce que pour moi comparer, le basket en 96 et le comparer en 2026, pour moi ça n'a vraiment aucun sens. Je pense que 10 ans, pour regarder une évolution du jeu, c'est pas mal en fait. J'aurais même tendance maintenant à dire peut-être plus 5, 6 ans, vu que ça s'accélère. Mais on va dire voilà, une dizaine d'années, on peut essayer de comparer. Mais c'est vrai qu'on avait peu de volume à 3 points, on avait, beaucoup de jeux postés, tu vois? Beaucoup de grandes joueuses dominantes et là, tu as parlé de Sue Bird, on peut évoquer Diana Taurasi aussi qui est arrivée et c'est vrai qu'à cette époque-là, bah, tu avais des joueuses fortes à l'extérieur, des Cheryl Swoops et tout ça, mais c'était quand même beaucoup, en fait, des driveuses, tu vois? Qui allaient beaucoup au panier, mais par contre, tu avais très, très peu de shooteuses à 3 points et fiables et d'ailleurs, c'est pour ça que Sue Bird et Diana Taurasi ont fait des chiffres d'efficacité dès leurs années rookies complètement dingues parce qu'elles sont arrivées avec déjà de l'adresse à 3 points, non seulement, et du volume, en fait. Mais sauf que tu avais 3 joueuses, quoi, tu vois? 3, 4 joueuses qui prenaient ce volume-là. C'est pour ça que, bah, déjà, tu vois? Alors forcément à l'époque, tu vois, enfin, il y avait pas de calcul de true shooting, de choses comme ça, donc les gens se focalisaient pas là-dessus. Mais quand tu les regardes et que tu les recalcules maintenant, tu vois, enfin, il y a des années où Diana Taurasi, elle a pris 50 de ses tirs à 3 points, tu vois? Et ça, c'est complètement dingue dans l'époque où elle est arrivée, en fait. Tu vois, aujourd'hui, Caitlin Clark, elle prend 50 de ses tirs à 3 points. Heu, c'est sûr. Sabrina Ionescu, elle est pas loin non plus. Mais à l'époque, je sais pas, on était, en moyenne de il faudrait que je regarde, mais en moyenne de tirs à 3 points, je pense qu'on représentait moins de 20 des tirs pris. Tu vois? Donc tu imagines des joueuses qui en prenaient 50. Et donc à l'époque, il y avait pas le côté, analytics, mais déjà ça jouait. Et quand tu regardes les scores d'efficacité qu'elles ont fait, pour des extérieurs en plus, alors que encore une fois, je le rappelle, à cette période-là, la ligue, elle était dominée par des grandes. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu en partie vrai chez les filles. C'est en train un peu de switcher là, c'est pareil, petit à Oui, petit, on commence à absolument. voir l'importance des porteuses de balles, Mais c'est vrai que mais la ça ligue est restait dominée par enfin, il y a en tout cas un vraiment un volume de talent au poste 4 qui est, mmh. incroyable, absolument incroyable et des postes 4 qui peuvent même jouer 5 hein, d'ailleurs, Après, il y a monstrueux. un point aussi, il y a un point physiologique aussi à ça et je me permets juste de faire, le petit point parce que c'est toujours intéressant. C'est aussi que, bah, les joueuses qui jouent poste 4, poste 5 entre guillemets, parce que bon, les postes, voilà, on peut en discuter, mais voilà, qui sont plutôt à l'intérieur, en fait, elles font 1,95 m et 1,95 m, en gros, c'est des postes d'extérieur chez les garçons, tu vois? Donc à 1,95 m, tu as encore suffisamment de mobilité. Tu vois? C'est pas la même chose, heu
à 1,95 m qu'à 2,20 m chez les garçons, en fait. Bon, Oui, non. Victor est un peu, l'anomalie, hein, là-dessus, mais Oui, je veux mais il y dire en a donc combien qui font la même taille que voilà, lui et qui ont rien fait? Taco voilà. Fall, Ouais, bien et sûr. cetera, Donc il y a aussi un aspect là-dessus, c'est que c'est pour ça que, tu vois, tu prends Alyssa Thomas qui fait 1,90 m, bah oui, elle joue déjà plein de pick and roll et cetera. Alors elle a un jeu très moderne pour le coup, beaucoup plus moderne peut-être que même sa génération dans lequel elle est, actuellement, mais tu le vois parce que aussi c'est une intérieure, mais c'est une intérieure qui reste dans des tailles qui permet quand même d'avoir un dribble bas, qui permet tu vois? Donc forcément, ça aide aussi un petit peu. C'est pour ça aussi qu'il y a la domination, parce qu'elles ont non seulement le contexte taille, mais aussi quand tu vois Breanna Stewart, tu vois, il y a beaucoup de mobilité aussi, quoi. Donc ça aide aussi à ce que ces postes-là soient dominateurs. Pour en revenir sinon et puis conclure là-dessus, c'est vrai que le départ de la ligue, bah, tu avais beaucoup de joueuses intérieures, beaucoup de jeux de post-up, hein, ça ressemblait beaucoup à la NBA des années 2000, tu vois? Même 90, hein, tu vois? Avec, tout ce qui était Wing, Shaq, et cetera, hein. Et après, et bah, oui, tu as quelques joueuses quand même qui ont commencé à apparaître. Tu vois? Becky Hammon aussi, elle prenait aussi beaucoup de 3 points. C'est un petit peu plus âgé que Sue Bird et Diana Taurasi, mais elle aussi, elle a amené ça et c'est des joueuses, quand tu regardes encore une fois les efficacités, bah, elles étaient hyper efficaces, mais au fait, pas parce qu'elles allaient beaucoup forcément au panier ou autre, c'est parce que leur volume de tir, elles avaient déjà des volumes de tir hyper rentables et en plus, bah, c'est des monstres parce que, bah, il y avait aussi, bah, la qualité d'adresse, la qualité de shot making et cetera, tu vois? Mais ça a un petit peu traversé comme ça et c'est vrai que jusqu'à, on va dire, allez, même encore 2019-2020, on sentait vraiment l'emprise, tu vois, du jeu intérieur. Moi, je trouve que ça fait 2-3 ans en WNBA que c'est en train de switcher oui, un petit peu avec Kelsey Plum, Sabrina et que les Ionescu. grandes Mmh. et que les grandes commencent à avoir un peu moins de responsabilités. Elles en ont encore beaucoup, hein, mais un peu moins au profil justement de plus petites, un peu à l'image des garçons encore une fois, de plus de porteurs de balles, Oui, porteuses de balles bien sûr. qui au final créent beaucoup de choses pour les autres, créent beaucoup de décalage et c'est vrai que ça j'insiste beaucoup toujours là-dessus, mais c'est la base du basket moderne en fait aujourd'hui. Vous pouvez avoir un tir énorme, mais si vous arrivez pas à créer du décalage, c'est-à-dire à forcer les défenses à faire des choix et à ouvrir des choses pour les autres, bah, en fait, il se passe pas grand-chose Oui, il sur se le passe pas terrain grand-chose sur un terrain, ouais. et parce que les défenses maintenant sont tellement fortes, sont tellement bien préparées tactiquement dans les scoutings, dans les analyses vidéo, comme tu le disais, il y a de Oui, plus en plus de monde dans les oui, staffs, bien sûr. qu'en fait, on te le laisse plus, quoi et si tu fais pas peur, je le dis tout le temps, si en attaque, tu portes la balle, mais que tu fais pas peur, Tu sers à rien. je dis pas que tu sers à rien, mais en tout cas, tu sers pas à grand-chose Oui, avec le voilà. ballon. Bah, Voilà oui, c'est ça et et c'est toute la question, c'est toute donc bon, voilà, la quoi. question de Natasha Hiedemann, par exemple, ou ce genre de porteuse de Ouais, balle ouais, ouais. qui sont pas efficaces et même aujourd'hui, dans ce que requiert la guerre des possessions, ce que demande la guerre des possessions aux joueuses, on peut même poser la question sur Sykes, sur Britney Sykes, qui est une porteuse de balle, qui est une créatrice, une génératrice de jeu pour elle, mais qui n'est pas efficace et du coup, en fait, les équipes qui est au Tempo, je crois, avec Oui. Marina Mabrey et aujourd'hui se pose tout simplement la question de combien, l'apport réel offensif de Britney Sykes est positif ou pas? Bah, on peut Heu, le quantifier pour son aujourd'hui, équipe. hein, Alors tu on vois? peut Du très coup, bien le quantifier et aujourd'hui, il y a malheureusement pas de doute. les chiffres bruts, c'est ça qui est intéressant dans notre Bah, ouais, podcast aujourd'hui, c'est que les ouais. chiffres bruts sont mensongers. Parce que les chiffres bruts montrent effectivement qu'il y a des points qui sont inscrits, mais si on va un tout petit peu plus loin et qu'on regarde l'efficacité et cetera, c'est effectivement une catastrophe, hein. Elle est vraiment très, très bas. Je crois que je regardais cet après-midi, elle est dans le 35e ou le 38e centile à l'efficacité. Et sur des volumes énormes en C'est plus, sur on des est, volumes énormes. on parle de 30 d'usage, je crois, Ouais, donc en plus, c'est ça, c'est très inefficace, donc très, bah, non rentable, quoi, du coup. donc c'est de la pollution à l'intérieur Mmh. du jeu de son équipe davantage que ça n'est un vrai apport offensif, pour son équipe. Mais ce que je du coup, fin de la parenthèse sur Britney Spears, désolé aux fans du tempo. Mais je voudrais qu'on revienne sur, donc la 1re décennie de la WNBA. Tu le disais, donc c'était un jeu de grande. Mmh. Est-ce que, comme pour la NBA, est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de c'est un jeu de skill? C'est-à-dire, c'est vraiment le Ouais. talent qui faisait gagner des matchs? Ouais, ouais. Oui, oui, non, mais clairement, mais de toute façon, ça, c'est vrai encore Oui. aujourd'hui, quel que soit le niveau. Enfin, je veux dire, tu peux mettre le meilleur collectif du monde, possible, à un moment, tu auras un plafond, en fait.
tu vois? Et tu vois, Spoelstra, c'est un super coach, Miami refuse de faire des moves et au final, bah, il plafonne quoi, au bout d'un moment, tu vois? Et le jour où il perd Butler, bah, c'est tu vois, il y a plus parce qu'à un moment, c'est toujours ça de toute façon et c'est par exemple, ce qu'on a vu aussi un peu, tu vois, avec Golden State l'année dernière qui a fait une super première saison, mais quand c'est arrivé au premier tour des playoffs, tu vois, contre les Lynx, bah, quand Nafisa Collier, il a fallu qu'elle prenne tous les ballons, bah, elle a pris tous les ballons et en fait, tu rien pu faire. Tu rien pu faire et de l'autre côté, il y avait moi j'adore, tu sais, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais j'adore Veronica Burton. Mais à un moment, c'est pareil, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ouais, porteuse de balle, qui est super intéressante au drive, provoque beaucoup, trouve beaucoup de playmaking. Ouais, parce qu'en saison régulière, en fait, on fait du drop et qu'on lui laisse, des décalages. C'est ça. Par contre, en playoff, ça a switché Ouais. et Veronica Burton, elle a tapé dans le mur, en fait. Bah, oui, puis le mur, c'est Parce que Nafissa Collier et Alana Smith. voilà, voilà, en plus non, non, mais tu vois? Non, mais la réalité des choses, elle est là aussi, elle est liée aussi au schéma et effectivement, des fois, c'est pour ça qu'on peut pas non plus juger que la production d'une joueuse sans regarder ce qui se passe, en fait. C'est pas juste, un tableau Excel et dire: «Ah, ah, bah, là, ah, ah, attends, +2 là, ah, bah, c'est bien +2». Oui, mais il y a aussi le contexte de ce que te donne la défense et notamment des schémas, possibles, pas possibles et cetera et c'est pour ça qu'aussi il y a des équipes, bah, comme tu l'as dit, qui vont chercher bah, des marges, où il y en a. Oui, C'est-à-dire qu'une équipe qui a pas de scoreuse implacable, qui a pas de joueuse qui va créer énormément de décalage, ouais, mais par contre, si elles ont 2 joueuses hors normes au rebond offensif, c'est ça. eh ben, ils vont appuyer dessus et c'est ce que fait le Dream avec, tu vois, Breonna Jones et avec Angel Angel Reese. voilà, Angel Reese. L'année dernière, elles l'ont fait avec Brittney Griner aussi, hein, Ouais, bon cette année, tu vois, elles sont, on peut donner des chiffres, mais tu vois, cette bon, encore une fois, l'échantillon est petit, mais ça, c'est pas trop grave. Ça, on peut le regarder vite, en fait, parce que encore une fois, savoir si l'équipe joue le oui. rebond offensif, ça se voit tout de suite, Oui, en oui, fait. Il y a pas besoin absolument. d'attendre Oui, 50 matchs pour le savoir. Les fréquences de tir, pareil, on peut les regarder très tôt. Et là, aujourd'hui, tu vois, elles sont à 35 de rebond offensif par match. La moyenne de la ligue est à 24. mmh mh. Elles ont 11 de plus que la moyenne et elles ont 18 de plus que le Fire, qui est la dernière équipe. Donc voilà, on voit quand même et le deuxième de la ligue est à 29. Oui, Donc oui, tu vois, non, mais c'est on il y est a cla 5 points de plus, quoi. oui, on Donc est clairement sur une, structuration et un objectif tactique qui est clair. À propos d'objectifs tactiques, on va continuer de remonter comme ça le fil de l'histoire depuis la première décennie, mais il y a, on le disait au début du podcast, des coachs qui sont révolutionnaires, parce qu'ils ont avec eux dans le staff ou parce qu'eux-mêmes ont des idées particulières. J'ai cité Mike D'Antoni du côté de la NBA, mais il y en a sans doute du côté de la WNBA. J'aimerais que tu nous parles de ces coachs qui ont littéralement incarné des révolutions dans la WNBA depuis que la ligue existe, sur la saison 97-98. ouais, alors là, j'avais pas forcément préparé la question, mais Non, mais tu dois au moins en heu, avoir un ou 2. Je pense. oui, non, mais il y en a plein, mais en fait, encore une fois, je pense que c'est pas que le coaching. Moi, je pense que en fait, le coaching, il suit l'évolution des joueuses. Ouais, OK. Pour moi, C'était ma c'est question comme ça, en d'après, en fait. fait, les joueuses. Ouais, mais Mais tu vois, c'est en fait, c'est les joueuses qui t'amènent des possibilités. oui, c'est C'est vrai. pour ça que le coaching staff, il est super important. Je vais pas dire que le coach est pas important, mais à un moment, ça vient toujours des joueurs et des joueuses, en fait. Parce que tu en as parlé là, tu vois ce que fait, Mike D'Antoni avec les Rockets, Ouais. qui sont à 2 doigts de battre les Warriors, une équipe qui est peut-être imbattable sur le papier, tu vois? Ben, en fait, s'il a pas James Harden, il peut faire ce qu'il veut. S'il a pas le joueur d'isolation parfait qui répond parce que les Warriors switch sur tous les écrans et qu'il a pas ce joueur-là qui est capable d'aller scorer, des tu vois, de façon insane à cette époque-là Ah en ouais, tout ouais. cas, et ben, en fait, il peut pas le faire et donc ça montre bien que, tu vois, il y a aussi, des questions, hem tu vois, de joueuses aussi qui arrivent. Je peux te citer, par exemple, Gary Koppenberg, qui est l'ancien coach du Storm. Quand il draft Breanna Stewart, je veux dire, Breanna Stewart, quand elle arrive en 2016, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est draftée en 2016, je le fais de mémoire, mais heu, en fait, on n'a jamais vu une joueuse qui fait 1,94 m, qui a une envergure de bras plus grande que LeBron James, quand même, juste pour situer un petit peu l'envergure, elle est plus grande que LeBron et elle porte la balle, elle shoot à 3 points. Je veux dire, tu vois, on n'avait jamais vu ça, quoi et forcément, bah, ça a mis, plein de choses nouvelles.
«Ah bah oui, on peut lui faire porter la balle» et cetera. Derrière, je pense aussi à Kirk Miller quand, en 2021, il décide, parce qu'Alyssa Thomas se blesse, de dire: «Je vais prendre Jonquel Jones qui fait 2 mètres, qui était principalement une intérieure proche du panier et lui dire: «Bah, je vais lui donner la balle parce que j'ai bien senti qu'elle avait du playmaking, qu'elle avait un peu de toucher, qu'elle va pouvoir prendre des 3 points» et elle est MVP en 2021. Alyssa Thomas est blessée. Bon, l'équipe perd en demi-finale de, WNBA, mais je veux dire, il lui donne un grand volume, il lui donne la création, il lui fait monter la balle et tu vois? Et ça, bien sûr qu'il y a des idées tactiques de coach, tu vois? Ça, c'est évident qu'il y a des réflexions sur le jeu. Ces gens-là, c'est des gens qui ont des idées. Par contre, à un moment, si tu as pas la joueuse, bah, tu fais comment, quoi? Tu vois? C'est pour ça que je pense que dissocier de l'un à l'autre, c'est compliqué. Nathalie Nakassé, l'année dernière, ce qu'elle fait, avec les Valkyries, elle était dans une démarche très NBA, tu vois? On sait qu'elle Ouais, était assistante aux Clippers. Elle est arrivée avec des concepts, heu, très NBA, on va dire. Beaucoup de 3 points, c'est l'équipe qui en prenait le plus l'année dernière, ouais hein, et les presque les 40 stunts en défense et cetera, tout ça, voilà, très tous les stunts agressif. en Ouais. défense parce que tu avais Carla Santon, Veronica Burton. tu avais Veronica Burton et tout de suite, elle s'est dit: «Ah bah ouais, non mais OK, en WNBA, le spacing, il est pas parfait, il y a souvent plusieurs non-shooteuses. Et bah écoutez, hein, quand ça commence à driver, hein, bah Véronica, ce que tu vas faire, c'est que tu vas abandonner sur l'aile» Et tu vas et venir en ça aide, ouais, c'est ça, ça, ouais. tu vois, dans le basket, il y a 20 ans, mais c'est même 15 ans, même 10 Même presque, 10, tu ouais, vois? même Allez 10. allez 15, on va dire 15, de 2010-2015. C'était absurde d'aller aider côté ballon. Mmh. Moi, j'ai fait tous mes diplômes d'entraîneur, on me disait toujours: «Tu aides à l'opposé de la balle, en fait, tu aides pas côté ballon» et aujourd'hui, en fait, on en est rendu parce que les attaques sont tellement fortes, parce que les joueuses ou les joueurs sont tellement forts, qu'en fait, ce que tu cherches, c'est simplement de dire: «Bah, ouais, mais comment je vais pourrir la vie Du de la créateur. personne, du Ouais, créateur ou de la ou de la personne qui créatrice, va ouais. de toute façon aller mettre des paniers. Donc tu te poses plus de dire: «Non mais faut pas que j'aide depuis l'opposé parce que oui forcément si la passe, elle arrive, la passe elle est plus simple à faire si la joueuse ou le joueur est à une passe», tu vois? Bah oui, mais sauf que si la joueuse ou la joueur qui a ou le joueur qui a une passe, bah, il est beaucoup moins efficace que celui-là qui a la balle, Tu préfères le bah laisser. Ah oui, bah oui, bien voilà sûr, bien sûr. et c'est dans ce sens-là que les analytics amènent des choses au jeu. Après, encore une fois, il y a des matchs où les schémas sont super bons et des fois, le match, tu le perds C'est ça. parce que les tirs sont rentrés et à l'inverse et j'en ai encore, vu, par moments cette nuit quand j'ai commencé à regarder le match des Wings en replay, où par moments, je vois des schémas défensifs, ça passe, mais je me dis: «Ça passe» parce qu'en fait, la joueuse, elle a pas trouvé le bon timing de passe, mais je trouve que les schémas sont pas bons et c'est pour ça que moi, je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, quand vous commencez à regarder un peu ce qui se passe sur un terrain, après vous avez le droit de regarder le basket, En juste dans un divertissement, oui, côté fun, bien sûr. voilà, ça, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand on commence à regarder un peu ce qui peut se passer sur le terrain, faut faut sortir le résultat de l'analyse, en fait. Parce qu'il y a trop heu, de choses que tu ne maîtrises pas, en fait. L'adresse adverse, et tu la preuve, des fois, il y a des équipes qui vont shooter à 40 une année et puis l'année d'après, elles vont shooter à 30 alors que c'est les mêmes joueuses ou les mêmes joueurs. C'est des choses qui sont à variance. Donc le résultat d'un match, il peut pas, venir dire: «Le coach a été bon ou pas bon». Ça, je l'entends trop. Moi, personnellement, tu vois, dans la sphère basket, «Ah bah oui, mais ce coach-là, il a pas été bon sur le match». Bah, moi, quand je regarde le plan tactique, je me dis: «Bah, le plan tactique, il est bon. OK, C'est en l'exécution. f ouais, non, mais c'est qu'en face, simplement, ça a mis les tirs Ouais, en ou plus, ouais. parce que ça a su punir, mais c'est pas pour ça que le plan tactique, il s'explique pas et qu'il est mauvais, en fait. C'est juste que, bah, des fois, il y a une part de variance que tu maîtrises pas. Donc c'est pour ça que bon, j'ai un peu digressé sur le Non, sujet, mais mais tout va bien. mais tu T'inquiète, vois, c'est intéressant. au-delà des coachs et des joueuses, je pense que c'est un amalgame de tout qui Mmh. t'amène vers des solutions tactiques et vers des choix tactiques. Tu vois, je le dis souvent, des fois je vois en WNBA, je vois des joueuses qui switchent pas Oui. et je me sur des grandes et je me dis: «Pourquoi elles switchent pas?» OK, quand c'est Nafissa Collier et A'ja Wilson, oui, tu as pas envie de switcher une petite sur elle parce que les joueuses, elles sont tellement fortes que, Oui, oui, tu c'est vois, c'est fini. comme tu as C'est pas envie fini, de ouais. switcher sur Jokic, quoi. Ouais, Pareil, c'est parce que ça. tu sais qu'il va te tuer. Par contre, contre 95 des joueuses de la ligue, Switch? mais tu peux, en fait, tu vois? Donc c'est pour ça que les schémas de jeu,
il s'adapte aussi aux adversaires, il s'adapte aussi aux circonstances. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans la recherche de, bah, ce qui va «pourrir» entre guillemets la vie le plus à l'équipe adverse, quoi. Et donc, bah, c'est de trouver le bon compromis dans tout ça, avec l'échantillon, avec le nombre de matchs, avec la variance. C'est pour ça que c'est des métiers, joueuses, joueurs ou coach de basket, bah, qui sont pas simples en fait, Ouais, c'est vraiment pas clair, simples. c'est clair. Alors justement, tu parles de d'évolution, métrique, sur cette ligue, sur la WNBA depuis, une quinzaine d'années. Il me semble que tu as des stats qui remontent à 2018, si je me trompe pas, même peut-être un petit peu avant, 2017, ouais, ouais, 2017? j'ai fait 10 ans, Ouais, ouais, sur voilà, 10 saisons en et fait, donc ouais, sur les ouais. 10 dernières saisons, toi, tu as, et c'est ce qui nous a donné envie d'en parler un peu aujourd'hui, mais tu as élaboré, des formules qui permettent de mesurer donc certaines datas, certaines données, des données, particulièrement importantes dans la ligue, sur le basket, quoi. Donc, par exemple, le volume à 3 points, le nombre de lancers francs qui sont pris, qui sont sifflés donc. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce que tu as noté et ce sur quoi tu trouves qu'il y a vraiment des marqueurs d'évolution du jeu, quoi? Ouais, alors, en fait, à la base, c'est parti de bon, j'ai pas fait de formule particulière, en fait, hein, j'ai surtout récupéré des les datas Ouais, brutes bien et sûr. puis j'ai compilé tout ça, dans des scripts, voilà, j'ai fait quelques posts Twitter d'ailleurs, mais j'ai pas tout Ouais. posté, hein. Je pense que je ferai on en a parlé un peu en off, mais à terme, je ferai sans doute un article, peut-être en fin de saison pour, Mmh. résumer un petit peu, parce que pour le moment, l'année 2026, là, l'échantillon est tellement faible que, bon, mais on voit les tendances quand même depuis 10 ans, en fait. Donc il y a à la base, j'étais parti sur l'idée parce que sur le Twitter, notamment américain, mais pas seulement, hein, même, français, parce que maintenant il y a quand même beaucoup plus de monde qui suit la WNBA, même chez les francophones. On est plusieurs à s'être rendu compte que, bah, l'arbitrage cette année était, sifflait beaucoup plus. Et Particulier, ouais. Même les effectivement, quand joueuses, j'ai hein. Les joueuses oui, oui, ont oui, les joueurs ont se sont elles se sont d'ailleurs plaints. plaints, bon bref, voilà, donc et effectivement, il y a une augmentation de 25 du nombre de coups de sifflet, du nombre de lancers francs par match. Enfin, c'est énorme alors que les autres années, sur 10 ans, en fait, ça augmentait, de 1 ça diminuait de 1 enfin bon, voilà. Donc c'est parti de là, puis après une fois que j'avais lancé le premier script, parce que c'était pour décrypter un peu ça, bah, je me suis dit: «Allez, je vais regarder un petit peu», même si de toute façon les tendances, Heu, c'est mettre des chiffres entre guillemets, mais les tendances, on les voit en regardant les matchs, en fait. On voyait que l'année dernière, Golden State prenait beaucoup de 3 points, par exemple, tu vois? C'était pas, c'était jeu de drive and kick, beaucoup de 3 points et cetera, on le savait. Mais c'est vrai que ce qui est bien avec le statistique, c'est que tu mets du chiffre dessus, donc tu quantifies, en fait. C'est juste ça. Encore une fois, la stat, c'est un outil qui permet d'analyser le jeu. C'est pas la stat qui régit non plus complètement le jeu. Mmh. C'est plutôt l'inverse. C'est un outil qu'on met au service du jeu, en fait, et c'est pas forcément l'inverse. D'ailleurs, quand c'est l'inverse, souvent, je pense que c'est pas forcément très, très bon. Mais bon, on pourrait On parler de pourra ça. en débattre. Donc oui, donc ouais, oui, c'est clair. Donc ouais, alors il y a quand même quelques petites choses qui bougent et on en a parlé beaucoup. Bah, c'est notamment le volume à 3 points, et c'est vrai que depuis, bah, depuis en gros, 10 ans, voilà, on a augmenté le volume de plus de 10 sur les 3 points. Donc en gros, pour vous donner des chiffres, hein, on était à 25 de 3 points en 2017 et aujourd'hui, on est de l'ordre de 35-36. Ouais. Voilà, Donc donc 10 on est à points de plus 10, pourcentage pris, c'est voilà. monstrueux, hein. C'est monstrueux. Alors, voilà. Alors ça paraît pas énorme, mais encore une fois, je vous invite à faire les calculs sur le nombre de tirs, 3 points au lieu de 2, et vous allez voir qu'à la fin d'un match, bah, entre une équipe qui shoot 25 à 3 points et une équipe qui shoot 35, enfin de volume, hein, je parle bien, sans parler de l'efficacité, de volume, Mais tu sais, je et bah, c'est je énorme vais à la être fin du encore match, plus en fait. je vais faire une métaphore beaucoup plus triviale, mais si vous mangez un quart d'un gâteau et un tiers, c'est pas le même poids dans votre ventre à la fin. C'est pas tout à fait le même C'est poids, et là, en fait, c'est exactement ça. Parce qu'on passe de à peu près un petit peu moins d'un quart, on est presque au cinquième, hein, même. Il y mmh, a 10 ans, de tir à 3 points, et là, aujourd'hui, on est à un tiers, un peu plus d'un tiers. un peu plus d'un tiers, ouais. Un tiers des tirs, c'est beaucoup, c'est 1/3. Ça veut dire que, avant c'était 1/5, donc 1/5 finalement c'est une valeur que je trouve un peu diluée. C'est presque si on n'avait pas le choix autre que de prendre ce tir-là. Là aujourd'hui, avec un tiers, on est vraiment sur un panachage qui est très important, quoi, qui est vraiment très important, et le 3 points, c'est un tir qui est volontaire. C'est un tir qui est pris pour sa mathématique. Là où
Je dirais le mi-distance, qu'il soit long ou qu'il soit médian, parce que le court, c'est encore un peu autre chose. C'est encore autre chose, Voilà, ouais. Mmh mh. exactement. Mais le long mi-distance et le mi-distance tout court, ce sont des tirs qui sont soit des tirs de tactique et de stratégie à moyen terme, c'est-à-dire que vous avez une joueuse ou un joueur qui va prendre ses tirs pour saisir un peu comment la défense va se situer et va évoluer, sur les couvertures, sur l'agressivité et cetera, sur les close out. Ou alors c'est un tir qu'on veut pas prendre et qu'on prend parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres. Mais le drive et le tir au panier et le tir à 3 points, ce sont des tirs qui sont des tirs volontaires, des vrais tirs à 100 volontaires. Si on enlève évidemment le parasitage des tirs, en fin de possession. Évidemment, évidemment. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que ça montre réellement une adaptation stratégique forte sur 10 ans seulement. Alors certes, la ligue n'est pas vieille, mais là, on a vraiment une adaptation qui est forte. Mais moi, ce que je voudrais que tu donnes, c'est le chiffre, par exemple, on est en 2000, allez, disons que la dernière saison, c'est 2025. Moi, je voudrais bien connaître le chiffre de 2022 parce que je pense qu'il y a encore un gap. 2-3 points? Ouais, 2022 ou 2021, tu vois? Ne serait-ce qu'il y a 5 ans, je pense que Alors je pense qu'en fait, il y a une évolution de 2020 à 2000, de 2018 à 2022-2023, mais que l'évolution s'amplifie quand on se rapproche de 2025-2026. alors le gros gap, il a été surtout sur 2021, en fait. Ouais, C'est d'accord, là OK, qu'il y a la plus grosse et aussi entre 2024 et 2025, en fait. d'accord. C'est-à-dire que alors il y a eu un premier gap entre 2017 et 2018, tu vois? Mmh. On prend 11 de plus. Mais le gap, il est surtout sur 2000 enfin entre 2021 et 2022 où on passe effectivement de un peu moins de 30 à 33. Ouais, Donc encore une fois, hein, 3 c'est pas énorme, c'est pas beaucoup, mais d'une année sur l'autre, c'est relativement énorme et sur 2025, donc l'année dernière, on est vraiment monté, on a pris plus 8, on est passé de 33 à 36 de tirs à 3 points. Donc tu vois, en un an, pareil, ça continue de grimper et bon, si vous verrez, hein, je partagerai la courbe, sur Twitter, je la mettrai. C'est une courbe en évolution constante, hein. Donc bon, après, forcément, à un moment, ça risque de se stabiliser, hein, comme c'est le cas, en NBA oui, évidemment. là, Parce qu'il on y a atteint un il peu y a les un plafonds. Oui, maximum il y a un maximum et encore une fois, l'idée, c'est pas de prendre 100 de 3 points parce que encore une fois, plus on est proche du panier, plus, en fait, mieux c'est, hein. Mais par contre, il y a une question de, oui, de diminution notamment des longs 2 parce que c'est vrai qu'on peut arriver là-dessus. C'est que qu'est-ce qui a diminué pour augmenter ce 3 points? C'est pas le tir au cercle, c'est pas la zone, ce qu'on appelle zone du flotteur short mi-distance, c'est pas même pas vraiment le mi-distance, on va dire, tu sais, entrée de raquette, et cetera. En fait, c'est le long 2 qui s'est complètement écroulé ouais, et encore une fois, on le dit souvent et c'est vrai que vous avez sans doute entendu cette phrase, mais c'est vrai que des fois, recule d'un pas, le tir sera presque le même et la rentabilité du tir, en fait, il est beaucoup plus important et en plus, il amène beaucoup plus d'espace parce qu'encore une fois, plus vous reculez sur le terrain, plus la que vous défense créez de doit l'espace, couvrir ouais, de terrain. bien sûr, ouais. Et donc, plus ça devient difficile. Et surtout aujourd'hui, où on se retrouve avec des joueurs ou des joueuses qui sont hyper athlétiques, de plus en plus grands, qui couvrent de plus en plus de terrain, qui ont de plus en plus d'envergure. Donc forcément, plus vous reculez, moins vous tassez le jeu. Et petit petit clin d'œil à Tyler Marsh l'année dernière avec Chicago, qui faisait jouer 4 joueuses dans la raquette. Bah oui, mais c'est la réalité, elle est là. Donc c'est vraiment Il c'est il a vraiment, cru qu'il était à fallait l'époque de Red Auerbach. non, c'est vraiment le long 2 Ouais, qui s'est qui s'est écroulé, écroulé, ouais. hein. En 2017, on était à 17 de fréquence de long 2. On est cette année, en 2026, à 6. Voilà, les 11 hein, d'augmentation à 3 points, en gros, ils sont là. Le tir au cercle n'a pas augmenté. Ça, on pourra peut-être en dire un mot. Les short mi-distance ont globalement pas augmenté. Alors d'une année sur l'autre, ça peut varier, hein, mais c'est plus 1 moins 1. En gros, c'est stable. Hem Mais c'est vraiment cette zone-là parce que, voilà, on est sur une zone, encore une fois, qui est, à part pour quelques joueuses et encore une fois pour quelques joueuses tactiquement, qui est très peu rentable par rapport aux 3 Bien sûr, points. ouais, Donc, bien sûr. je prends toujours l'exemple d'une joueuse qui en prend beaucoup, hein, Courtney Williams qui prend énormément de long 2 parce qu'elle est de cette génération-là et elle continue d'en prendre. D'ailleurs, c'est une joueuse qui a jamais été efficace
de sa carrière, il y a pas de secret et c'est pas une mauvaise shooteuse, hein, à 2 points. C'est juste que ce tir-là, il est très inefficace et elle aurait tout intérêt, même si c'est pas une très bonne shooteuse à 3 points, de reculer d'1 mètre, en Ouais, fait. absolument. Parce que son efficacité, alors je dis pas que ça serait fabuleux, parce que c'est pas une très bonne shooteuse à 3 points, mais à mon avis, on serait, peut-être au lieu d'être à, -10 d'efficacité, tu vois? On serait peut-être Oui, à à -3. -2 quoi, Oui, voilà, c'est ça, ou à oui, -3 quoi. exactement, ouais, ouais. Ce qui fait toujours ça, en fait. Donc, voilà, il y a un contexte comme ça et on m'enlèvera pas de l'idée que, chez les filles, Synergy est apparu, donc Synergy, c'est la plateforme Oui, de d'analyse statistiques, voilà, avancée, d'analyse, extrêmement hein, avancée pour le coup. extrêmement avancé où il y a des stats que même nous on n'imagine même pas, Ouais, hein, c'est clair, tellement, c'est clair. c'est apparu, autour de 2010, en WNBA, tu vois? Alors c'était pas forcément très utilisé, mais c'était à peu près là que ça a commencé à apparaître. Hem, Ça amène aussi des choses et forcément, bah, il y a des équipes, des staffs qui vont appuyer là-dessus. Donc on le voit bien. Après, ce qui est un peu plus surprenant par rapport à la NBA, c'est que le volume de tirs au cercle, il n'augmente pas. Mais ça, bon, voilà, je peux te laisser la parole, mais moi j'ai mon avis, là-dessus de pourquoi ça augmente pas et pourquoi à mon avis, ça n'augmentera pas tant que ça, en fait. Ben, pour moi, il y a simplement la question de la dimension athlétique. Ouais, Il y a la dimension athlétique qui est différente de celle de la NBA, qui est beaucoup plus horizontale, qui est moins verticale que celle qu'on peut trouver chez les gars. Mais la dimension athlétique, elle joue effectivement sur ce volume au cercle. Pour moi, on est effectivement aussi sur un seuil, hein. On a un plafond sur le tir au cercle et c'est plutôt, l'arrivée de très bonnes shooteuses à 3 points qui vont et de joueuses qui sont capables de prendre des tirs dans le spacing, de rentabiliser le spacing et c'est pour ça, je pense aussi, que la WNBA rattrape beaucoup plus vite le train de la bataille des possessions. mmh, Qui est pour moi le sujet qui marque, enfin qui fait qu'on s'attarde moins et on essaie moins d'aller chercher le volume au cercle et que ce volume n'augmente pas. La réponse pour moi des coaching staff en WNBA, c'est la bataille des possessions et je pense que les coaching staff ont très vite compris qu'effectivement, ils ne pourraient pas augmenter à la fois le volume et l'efficacité au cercle dans la WNBA et donc qu'il fallait aller chercher pour rentabiliser les possessions. Quand vous êtes au max parce que vous prenez un tiers de 3 points et un tiers de tir au cercle, ou même un peu plus de tir au cercle, hein, eh bien, vous devez forcément trouver une autre solution et cette solution, c'est d'augmenter le volume, pardon, de vos possessions et hem et je voudrais qu'on parle de la bataille des possessions parce que finalement, là où la WNBA a toujours mis un tout petit peu plus de temps que la NBA à changer de paradigme et de stratégie de jeu, eh bien, on a pour le coup, je trouve, cette saison, une corrélation totale entre les styles de jeu et les grands paradigmes et les grandes idées qu'on trouve en NBA et les grandes idées qu'on trouve en WNBA. Et pour moi, c'est une excellente manière de faire la promotion de cette ligue. C'est que si vous regardez un basket qui vous plaît en NBA d'un point de vue stratégique, vous allez retrouver des choses qui vous oui, plaisent dans la WNBA. Et ça moi, reste du basket, hein. ça reste du basket. Oui, mais c'est un basket qui est moderne, tu vois? Oui, oui, On bien sûr, regarde ah pas un bah, basket, évidemment. de la Ah oui, en oui, quand tu oui, regardes oui, oui. la WNBA aujourd'hui, tu regardes pas les stratégies de la NBA en 2000 ou en 90. Tu Ah regardes non, pas du tout, tu hein. regardes la NBA de 2026. C'est littéralement ça. Mmh. La guerre des possessions, le volume à 3 points et ensuite tu as des joueuses qui, vont prendre les interstices. Tu as les mêmes besoins stratégiques. Tu en parlais tout à l'heure, mais le besoin d'avoir 2 créateurs/créatrices sur le terrain, tu l'as déjà en WNBA aussi. Ça prouve toute la modernité de cette ligue et moi, c'est un truc qui m'a vraiment frappé parce que c'est ma 3e saison. J'ai pas tout à fait suivi complètement la première. Je me suis un petit peu arrêté trop tôt, pendant les finales sur la seconde, mais j'ai quand même suivi les saisons régulières depuis 3 ans. Je vois l'évolution elle est faramineuse, quoi et c'est hyper excitant en tant que produit basket à regarder, quoi. Ouais. Alors, tu vois, c'est marrant parce que on je pense que tout ce qui est, bataille possession, tu vois, on le voit pas encore trop dans les chiffres. En fait, quand tu regardes l'analyse là, ça explose pas. Mais ça explose pas en moyenne de la ligue. Ouais, Parce que j'ai pas encore une fois, j'ai pas tracé équipe par équipe. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des équipes qui commencent à appuyer sur le bouton exactement, exactement. Et depuis et 2 qui saisons déjà, hein. Le Dream, ça fait voilà, 2 oui, oui, saisons, oui, hein. tout à fait, tout à fait et notamment sur le rebond off. Là, les pertes de balles, pour le moment, on le voit pas trop, c'est assez stable. Le rebond, pareil, quand on voit la moyenne de la ligue, c'est assez stable. Après
il y a un point aussi, qui était important, c'est que il y a encore, j'en parlais tout à l'heure, encore 10 ans, même 15 ans, le jeu intérieur était prédominant. Les intérieurs, les postes 5 étaient vraiment prédominants et donc forcément, tu avais une part de rebond aussi pris parce que il se trouve que les zones de terrain et les ballons étaient souvent là, en fait, tu vois? Et donc, je pense que ça tronque aussi un peu, tu vois, les chiffres, quand on regarde sur 10 ans. Parce que le jeu, il a tellement évolué qu'en fait, c'est très difficile, tu vois, de comparer un basket qui était quand même relativement, très basé autour du panier, Oui. tu vois? Très basé sur le post-up, où tu avais des possibilités de rebond off, et cetera. Où maintenant, bah, le rebond off, alors oui, tu peux aller le chercher parce que ça rebondit loin sur un tir externe, mais tu vois, c'est plus diffus, en fait. Ouais, mais Et c'est ce que j'allais dire, c'est que le rebond offensif a aussi évolué dans les zones dans lesquelles tu le prends. bien Que comme sûr, on a une augmentation du évidemment. nombre de 3 points, on a forcément un étirement des zones de rebond, puisque plus vous tirez proche du panier, plus proche est le rebond du panier, sauf si vraiment vous shootez un énorme tir contre la planche pour rien, mais ce qui est plutôt mon cas. Mais mais blague à part, effectivement, on a des rebonds qui sont plus loin et c'est pour ça qu'on a des joueuses qui sont pas forcément des intérieurs, qui elles progressent énormément au rebond offensif et trouvent ce skill-là et l'apportent à leur équipe. Il y a un exemple que j'ai plutôt du côté de la NBA, mais un joueur comme Jordan Goodwin du côté des Suns, il est petit, mais il est hyper précieux parce qu'il a un sens du timing au rebond offensif qui est élite, absolument élite. Et il y en a comme ça aussi en WNBA. J'ai pas encore les noms, mais clairement, on en trouve dans les Ah rangs de la mais W. c'est clair, mais là, c'est clair que si on regarde l'évolution, on voit pas encore 3 pareils. Par contre, ce qu'on voit et c'est de plus en plus, tu as parlé d'Atlanta l'année dernière, on Mmh. a parlé d'Atlanta même cette année. Là, on l'a vu récemment. Washington qui Ouais, souffre énormément à la création parce qu'elles ont pas de créatrice primaire, de joueuse implacable au scoring. Bah, elles ont tapé New York en faisant quoi? En envoyant 3 joueuses, des fois même 4 joueuses au robot offensif. Alors, des joueuses c'est de sûr peut talent, hein, parce que c'est Lauren oui, Betts, oui, Kiki oui. Riafen Il y notamment dans la raquette et a c'est Kiki Ragafen 2 excellentes et rebondeuses. Et Shakira Shakira aussi. Austin, exactement, ouais. Voilà Des et super elles ont rebondeuses. aussi, tu vois, Angela Dugalic qui est grande, Cassandre Prosper qui est grande aussi. En fait, elles les ont martyrisées là-dessus, quoi. On a vu le Sun le faire aussi, alors elles ont fini par perdre contre le Liberty, mais pareil, appuyé là-dessus. Après, New York est une équipe qui historiquement protège pas bien son Ouais, rebond absolument, ouais. défensif, mais par Elle contre, on préfère le le voit, en repli, ouais. fait. Mmh. Elle préfère Ce la qu'on triple voit contact, pardon. alors, c'est peut-être pas encore en temps en place, tu vois, qu'en NBA où il y a des équipes comme Houston notamment, tu vois, qui sont vraiment là-dedans, en fait. C'est-à-dire que c'est le plan de jeu, en fait. Je pense que sur la WNBA, c'est pour ça que ça se traduit pas trop sur les chiffres encore globaux, c'est que c'est plus, on va dire, hem, en fonction des adversaires et de dire: «Bon, j'ai les qualités du rebond off, mais cet adversaire-là, il a vraiment une défaillance au rebond, donc je vais aller leur taper dessus, Ouais, en fait», ouais. tu vois? Là-dessus. Donc c'est pour ça que ça se traduit pas sur la longueur, mais n'empêche qu'on voit des équipes qui sont en manque d'attaque sur jeu placé, bah, d'essayer d'aller, en fait, gagner des points sur les marges. C'est-à-dire les marges, c'est quoi? Bah, les rebonds off, générer des turnovers, heu, faire du jeu de contre-attaque, jouer rapidement, prendre beaucoup de tirs à 3 points. Tu vois? Aujourd'hui, c'est pas un hasard, encore une fois, si les Golden State a construit son attaque comme ça. Sur le beaucoup de 3 points, sur elle, pour le coup, beaucoup de pertes de balles générées Ouais, parce que les stuns, parce que tout ça. Parce qu'en fait, elles se sont dit: «Nous, si on pique des ballons, on n'est pas très bon sur demi-terrain. Par contre, si on pique des ballons, on a des joueuses qui galopent et on va marquer des points en transition et on sait le faire parce qu'on a les joueuses pour. Le 3 points, pareil, on n'a pas de super joueuse scoreuse implacable, créatrice incroyable. Et ben en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va driver, on va faire du drive and kick et quand les tirs vont être plus ou moins ouverts, et ben on va les prendre et on va viser la rentabilité. Donc ce qu'on voit, et je pense que c'est le début, vraiment, hein, vraiment là-dessus, c'est qu'on commence à avoir des équipes s'adapter pour essayer de trouver bah, des marges sur lesquelles elles peuvent appuyer. Parce qu'il y a quelques années, ces équipes-là, honnêtement, bah, elles auraient gagné 10 matchs dans l'année parce qu'elles auraient essayé de jouer un peu comme les autres. Et en fait, il y avait pas de levier parce que quand tu as pas la créatrice, quand tu as pas la joueuse, ou les joueuses importantes, bah, en fait, tu aurais pas existé. Et c'est absolument. comme ça que des équipes comme Portland, bah, a réussi à battre New York aussi parce qu'elles ont tapé physiquement sur les joueuses, sur les petites de New York, tu vois? Alors que ça, il y a quelques années, franchement, ce match-là, elles auraient pris 25 Ouais, points, ouais, c'est une ça, équipe ouais. comme Portland. À la mi-temps, Mais ouais. sauf qu'aujourd'hui, les staffs, bah, on voit qu'ils bossent et alors ça se traduit peut-être pas encore
je pense totalement sur tout, mais quand on regarde les matchs, on voit bien qu'elles essayent d'appuyer là où ça peut faire mal sur des adversaires. Après, la prochaine évolution, c'est sans doute maintenant d'essayer de le faire peut-être sur des on va dire sur des volumes de matchs plus importants et entre guillemets dire: «Bon, bah, Washington, j'ai 3 grandes bonnes en rebond et ben, en fait, quel que soit l'adversaire, je vais essayer de faire ça». C'est ça. Tu Ça vois? devient Et ça, pour le structurel. moment, on l'a pas encore trop. Absolument. Mais bon, Bah, on l'a sur 2 équipes pour moi. On a oui, vraiment sur 2 équipes. On voilà, a sur les c'est ça. Valkyries avec la les lignes extérieures et on l'a sur le Dream avec cette paire intérieure qui est, surqualifiée au rebond offensif. On a 2 équipes. Mais finalement, ces 2 équipes sur 15, c'est déjà, j'allais dire, de Un début, quoi. une belle locomotive, vraiment une belle Mmh. locomotive. Tout Moi, à fait. personnellement, je trouve que, pour faire la compa c'est un podcast qui compare beaucoup la NBA et la WNBA, mais pour moi, ça se justifie. Mais, Bah, mais on compare pas, c'est des en fait, non, mais c'est il y a un parallèle il y obligatoire. a un Il y a un parallèle parce parallèle que c'est le obligatoire. jeu qui Ouais, évolue, en exactement, fait ouais, exactement. et le jeu, Et puis il est comme ça, en fait. l'acquisition des talents est structurée de la même façon, et cetera, et cetera. Donc en réalité, Plus le nouveau CBA apporte absolument, aussi un peu de absolument. tu vois, Et du de coup, moins j'allais y regrouper venir. de stars ensemble et C'est cetera, ça, quoi, donc j'allais y ça joue venir, aussi. c'est qu'en fait, on est pour moi sur une compétitivité qui est renouvelée. C'est-à-dire que pour moi, il va y avoir une importance plus que jamais de la manière dont les équipes vont choisir de structurer leur stratégie en début de saison. Et une dépendance au talent à l'intérieur de ces stratégies. Alors que j'avais l'impression, et peut-être que je me trompe, tu me diras, mais j'avais l'impression que c'était plutôt l'inverse avant. C'est-à-dire qu'on avait un joueur ou une joueuse qui était absolument incroyable et qu'on allait conditionner l'identité de l'équipe en fonction de cette joueuse-là. Et quand je vois la manière dont se sont structurés les Wings ou même le Dream à cette intersaison, avec Paige Bakers qui est maintenant entouré de Alan Smith, Jessica Shepard, Azzi Fudd et Arike Ogumbowale. Arike était là la saison passée, mais on est sur une équipe qui ne s'est pas structurée totalement que sur Paige Bakers. Genre, on va protéger Paige en défense, on va en faire une soliste en attaque. Ils auraient pu choisir ce modèle un peu OKC Thunder. Non. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont structuré quelque chose de très moderne. On va protéger le cercle avec la Depoy en titre. Et cette Depoy, il se trouve qu'en plus, c'est une stretch 5. Et on va créer du jeu et avoir énormément de spacing. Et au milieu, on a Page. C'est-à-dire que Page doit évoluer dans ce milieu-là. Alors évidemment que c'est propice à ce que Page puisse utiliser ses skills, mais je trouve intéressant et je pense que c'est effectivement un paradigme qui peut-être change. Encore une fois, je le soumets aux critiques très volontiers, peut-être que je me trompe, mais c'est ma manière d'analyser à l'instant T pour clôturer ce podcast. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une forme de compétitivité qui est renouvelée. Et moi, ce que j'aime, c'est que vraiment, on va avoir des équipes plus que jamais avec des identités structurelles et stratégiques fortes. Et ça, c'est trop bien. Et c'est ce qui m'avait plu et séduit avec le Dream et les Valkyries de la saison passée. C'est 2 équipes dont j'avais beaucoup parlé, particulièrement les Valkyries. Mais c'est parce qu'il y avait un boulot de Nakase, malgré le matériel en dessous de ce qu'il y avait ailleurs dans la ligue, et notamment, par exemple, au Storm ou même à Los Angeles. Et ben, on arrivait à voir, pas forcément les résultats, mais à voir des choses extraordinaires. Mmh. Bah, il y a un point important de ce que tu as noté là-dessus, c'est que c'est sur la construction des équipes et ça, c'est global un peu dans le basket, féminin et c'est d'ailleurs une différence assez forte par rapport au basket masculin. Alors je vais pas parler d'aspect plus collectif parce que c'est pas exactement ça, mais c'est juste que dans le basket féminin, tu as moins le côté, tu vois, qu'il peut y avoir dans le basket masculin, notamment en NBA, tu vois, sur l'héliocentrisme. Mmh mh. Entre guillemets, on n'est jamais vraiment passé sur cette case-là. Tu vois, la NBA l'a fait, la case, Ouais. à une époque. Maintenant, on en revient un peu, hein, comme je le disais, hein, tu vois, on voit bien, Kate Cunningham qui a tous les ballons, bah, ça a des limites. Au bout d'un moment, si tu as pas d'autres créateurs à côté, ça a des limites Oui, c'est ce que les et Mavs avaient chez fait les quand ils ont filles fait venir Kyrie Irving pour mettre à côté de Luka Doncic. Ils exactement, avaient compris ça, ouais. exactement. Chez les filles, en fait, on l'a jamais vraiment trop eu ça Mmh. et d'ailleurs, déjà parce que les volumes tu vois, les volumes, les usages de sont plus faibles si on regarde par rapport à la NBA, quand 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 tu es, tu vois, quand tu as 25 d'usage dans le basket féminin, tu es 90e centile, en Ouais, fait, tu vois? Alors que 25 d'usage en NBA, tu es 50e 60e, ouais, ouais, centile, quoi. voilà, ouais, au mieux Tu vois? Voilà, c'est 60e, ça. ouais. Donc on le voit bien, les volumes de jeu le jeu est plus réparti, en fait et je pense que du coup, on a alors est-ce que c'est parce que, peut-être qu'il y a moins de capacité à
à prendre d'énormes volumes, tu vois? Que les garçons, il y a des capacités physiques aussi, tu vois? Hein, respiratoires, plein de choses qui peuvent jouer, tu vois? Mais il y a je pense qu'il y a aussi un point où, le basket féminin s'est construit différemment et n'a pas tu vois? On est entre guillemets, on est passé par la case, on a survolé la case héliocentrisme qu'il y a eu dans le basket masculin et qu'on est un peu en train là, on est vraiment passé d'un basket, tu vois, très, très jeu posté, très jeu intérieur, tu vois? Ce qu'on voyait aussi chez les garçons, parce que, bah, on se dit: «Le panier, il est haut, le joueur qui est grand, et on va le mettre proche du panier, ça va marcher». Bon, ça, c'est une analyse très simpliste du basket des années 90-2000, mais globalement, même dans la formation et moi qui ai bossé dans la formation, tu vois? Dans ces années-là, bah, c'est un peu les consignes qu'on avait, tu vois? Il y a pas de surprise, il y a pas de secret non plus. Par contre, on est passé de ça à, tu vois, déjà avoir un basket, plus multi-porteuse de balles, quoi. Mmh. Et je trouve que globalement, bah, déjà, je pense que c'est c'est mieux en termes de production globalement offensive, en Oui, termes de qualité, tu vois? Ça responsabilise plus de joueuses et je pense quand même alors après ça, c'est très personnel, hein et encore une fois, moi, j'ai pas de problème avec les joueurs qui jouent beaucoup de ballons et où ça marche. Parce que quand ça marche, bah, ça marche, quoi, en oui, fait. Si le joueur est absolument. assez Oui, oui, fort, oui, oui. bah, donne-lui à Luka Doncic, on peut lui donner les Ouais, ballons, ouais, tu vois? Il va absolument, en ouais, faire ouais. quelque chose. Mais je pense que quand même, globalement, c'est un peu plus, des fois, agréable à regarder. Encore une fois, je parle pas là, du coup, on enlève le côté rentabilité, Oui, hein, bien parce sûr, que ouais. c'est clair que faut mieux que, Luka Doncic joue plus de ballons qu'un autre porteur de balle, parce que dire: «Ah bah, oui, mais c'est moins joli», oui, mais bon, c'est moins efficace. Mais par contre, c'est vrai que quand tu as plus de talent et plus de porteurs de balles qui sont capables de le faire, bah, je pense que c'est plus sympa à regarder parce que ça bouge un peu plus, parce qu'il y a plus de mouvement et cetera. Donc c'est vrai que le basket féminin est un petit peu différent, du basket masculin sur cet aspect volume et on va dire, je construis tout autour d'une joueuse. Tu vois, même A'ja Wilson qui est monstre absolu, Ouais. bah, ouais, mais tu as Jackie Young, en fait. Ouais, oui, Et Jackie Young, quand tu regardes son usage et le nombre de possessions de ballons qu'elle touche par match, bah, elle en touche presque au pas loin, tu vois? ouais, mais Autant que A'ja Wilson, tu c'est vois? une joueuse monstrueuse aussi, ouais, ouais, Donc absolument. ça montre en fait que encore une fois, c'est pas, alors après A'ja Wilson, c'est une intérieure, c'est plus difficile aussi, tu vois, de lui donner tous les ballons, Bien et sûr. cetera tout le temps. C'est Non, plus mais du travail de on pourrait finition. parler de Kelsey Plum du côté de Los Angeles. Voilà, tu vois? On voit bien qu'à un moment, bah, alors Kelsey Plum, elle en joue beaucoup, mais Kelsey Plum l'année dernière, hein, voilà, on l'avait, dans notre first team All W, on l'avait, je pense, 5e du MVP à peu près dans ce Ouais, dans jeu-là, parce ces que le eaux-là, ouais. bilan était pas phénoménal. Mais l'année dernière, Kelsey Plum, c'est hyper efficace, mais quand tu regardes l'usage, c'est 25. Mmh, On n'est pas sur 35 d'usage. et c'est l'an Parce qu'à dernier. côté, tu as Julie Allemand, parce que tu vois, tu as d'autres Exactement. porteuses de balles et il y a je pense que le basket féminin a fait beaucoup plus sa mue que le basket masculin là-dessus, sur cet aspect-là. De dire: «OK, on a des joueuses hors normes, il en faut, ça, de toute façon, c'est sûr. Mais par contre, on va construire nos effectifs sans dire: "On met une joueuse et entre guillemets 4 role players 4 role players autour", tu vois?» J'ai ma Et théorie, voilà. sociologique là-dessus. Mmh. Non, mais c'est un vrai, J'ai ma ah théorie bah, sociologique, j'ai ma théorie sociologique. non, mais Je alors viendrai en c'est vrai parler que dans un live Twitch. tu sais qu'on parle, nous, notamment avec Matt, tu vois, dans notre Ouais, petite discussion, on parle beaucoup tactique parce qu'on adore ça. Mais on peut pas enlever, heu, dans un sport, l'aspect psychologique bien sûr, des joueurs et des joueuses. Ça reste bien des sûr. êtres humains et c'est pas la même chose de moi qui ai joué au basket très longtemps aussi, c'est pas la même chose d'être dans un corner et de toucher 3 fois le ballon dans le match, que d'être impliqué dans des actions, d'être impliqué dans des cuts et cetera. Je dis pas que les 2 solutions ne fonctionnent pas, parce qu'évidemment qu'il y a des solutions qui fonctionnent en étant, tu vois, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, hein, les Rockets, bah, ça marchait bien. Ouais. Mais par contre, je sais pas comment des fois les joueurs le vivaient, tu vois, sur le long terme, et il y a un aspect psychologique et notamment quand ça marche un peu moins bien. Parce que quand tu gagnes, je peux te jurer que tous les problèmes de vestiaire, tous les problèmes d'ego, tout Sont va bien soignés en par fait. les primes, ouais. Mais donc voilà. Donc il y a un aspect comme ça, je pense que là, j'essaye d'inciter un peu les gens aussi, notamment des gens qui pourraient être très NBA, qui s'intéresseraient. C'est que vous allez retrouver quand même dans le basket féminin, vous allez retrouver les mêmes schémas, les mêmes, Ouais, objets tactiques, les mêmes un peu, il y a des petites variantes, on en a parlé pas mal. Mais
vous allez retrouver quand même par moment un peu moins des fois le côté isolation brute, plus de porteuses de balles et cetera. Donc ça peut aussi si vous êtes plutôt, Plutôt si vous basketteux. appréciez un peu plus ce basket-là, bah, hésitez pas à faire un tour sur la W. En plus, la NBA est bientôt finie et après il y a plus de basket donc il y a plus «d'excuses» entre guillemets pour pas la Exactement, suivre, quoi. ouais, absolument et écoute, je n'aurais pas pu conclure mieux que ça, ce podcast. Je te remercie beaucoup Gis, pour ce podcast fleuve. On a fait, quasiment 1h20, tu vois? C'est trop bien sur ce sujet qui est à mon sens intéressant et qui méritera des updates, je pense. Hem, mais, alors pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce que je fais des palettes tactiques de temps en temps sur W, mais le monstre des palettes tactiques du basket féminin, c'est toi, avec l'œil de Gis sur Swish Swish et puis aussi avec, de nombreux threads, sur Twitter où tu expliques ce qui se passe sur le terrain, quel que soit le résultat des actions et quel que soit le résultat des matchs. Donc évidemment, j'invite toutes celles et ceux qui sont intéressés par le basket lui-même, ce qui se joue sur le terrain, à te suivre sur Twitter et à suivre Swish Swish sur YouTube et sur Twitch. Et puis je te remercie d'avoir été mon invité aujourd'hui. Tu reviendras évidemment dans la saison. Tu as ton siège d'honneur sur cette chaîne, le parrain, le parrain de cette chaîne. Je te remercie beaucoup, Gis. Bah, écoute, merci à toi, c'était super cool de parler de tout ça. Après, je sais pas, ça va être des fois peut-être un peu analytics pour certains, mais Mmh, ça bon va être bien. après c'est toujours assez intéressant de regarder un peu ce qu'il y a derrière aussi, au-delà que de l'aspect du jeu et puis, bah, on va suivre ça, tout au long de l'année et puis, voir s'il y a des évolutions, quoi. Ouais et retour du jeu. Dans le prochain épisode de W, on va se pencher sur ce qui s'est passé un peu, dans les premiers matchs, dans le premier Pas mal de quart. choses à dire. Ouais, il y a pas mal de choses à dire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors écoute, je vais trahir un secret, mais j'avais préparé l'épisode 27 pour être un épisode sur Rickey Jackson. Parce que finalement, j'avais dit dans l'épisode 26 ou 25 que j'allais pas trop regarder Chicago et en vrai, j'ai été surpris par cette équipe de Chicago, sur ce début de saison et notamment La défense. par Ricky Hadj exactement et moi, tu sais que j'adore la défense. J'ai été agréablement surpris par ce qu'a proposé, le Sky sur ce début de saison. J'avais prévu une vidéo sur Ricky Jackson. Malheureusement, elle s'est blessée. Je pour Gravement d'ailleurs. Ouais, gravement, hein, la saison est terminée et sans doute une partie de la saison prochaine. Et c'est dommage parce que Rickea, pour faire l'épisode que j'aurais dû faire en 5 minutes, avait montré d'énormes progrès en défense, d'énormes progrès au playmaking et c'est exactement ce qu'on attendait d'elle la saison passée pour le Sparks et ça aurait vraiment changé la vie de Los Angeles la saison précédente. Très heureux qu'elle le montre et puis une question se pose, c'est à quel point Tyler Marsh a eu une influence là-dessus puisqu'on sait que c'est un coach de développement de joueuses et du coup, on a une influence positive de Tyler Marsh sur une de ses joueuses et pas n'importe quelle joueuse, parce que Rickea Jackson, c'est quand même un grand nom dans les potentiels, ou en tout cas, c'est un nom qui revient très souvent quand on parle de potentiel en WNBA. Donc, c'était intéressant de voir finalement Tyler Marsh réussir quelque chose après la saison 2025 qu'il a passée et tous les doutes qu'on a eu à juste titre sur la saison 2026 qui est arrivée. Donc voilà, je trouvais que c'était un sujet intéressant. Peut-être qu'on le fera de manière un peu plus décontractée sur une autre plateforme, genre Twitch, etc. Si à l'occasion on se retrouve là-bas. Mais voilà, début de saison hyper intéressant de Rickea Jackson. N'hésitez pas à regarder le passif de ses matchs. Je crois qu'elle a joué 4 matchs hein, quand même. Donc il y a 4 matchs à regarder. Il faut foncer les voir parce que vraiment, il y a des choses très intéressantes. Mais un prochain épisode sur autre chose, sans doute. J'ai pas encore trouvé le thème pour l'épisode 28, mais c'est sûr qu'on va parler davantage de ce qui se passe sur le terrain avec sans doute une analyse tactique. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. En espérant que ça vous ait plu. On se retrouve très vite pour l'épisode 28. Ciao! Ciao.